m'entendez pas au fond? Ça va? Le micro s'enregistre. Ok, d'accord. Bon, ok. Bon, je vais utiliser le micro. Donc, non mais c'est important le son. Donc cette histoire de chair supersonique, donc je vais essayer de vous expliquer ce qu'on a fait l'an dernier. Comme Christophe l'a déjà mentionné, il s'agit en fait de faire un pont, une passerelle entre deux institutions prestigieuses. Alors, vous connaissez probablement les Beaux-Arts de Paris, donc c'est une école qui a environ 200 ans d'existence, principalement axée sur la peinture, la sculpture, la gravure, mais également, évidemment, la photographie, la vidéo, et tout un tas d'autres disciplines concernant l'art contemporain. Alors, c'est effectivement un bâtiment historique. Alors là, on est rentré en fait dans le palais des études. Donc, vous voyez la cour vitrée. C'est toujours assez impressionnant cette école. Mais il y a beaucoup d'autres bâtiments. Il y a environ une trentaine d'ateliers gérés par ce qu'on appelle des chefs d'atelier. Donc, faire un pont entre cette institution-là, donc très orientée art visuel, sans doute, et puis, je suppose que vous connaissez aussi l'IRCAM. Donc, pour IRCAM, c'est un acronyme pour Institut de recherche et de coordination acoustique musique. Donc, un acronyme qui est assez parlant. Donc, l'IRCAM créé en 71, notamment sous l'impulsion de Pierre Boulez, et qui symbolise en quelque sorte assez fortement en fait, l'idée effectivement d'un travail art-science orienté musique contemporaine bien évidemment en France, puisqu'il s'agit pour l'IRCAM en fait de faire travailler collaborativement des équipes de recherche, des scientifiques, des techniciens du son, et puis des compositeurs et des musiciens. Tout ça dans le même endroit, en espérant que tout se passe bien. Donc eux, ils ont déjà en fait une culture, j'allais dire, du travail justement de passerelle entre deux champs quand même relativement différents, qui serait celui du champ scientifique et du champ artistique, même si on sait bien que récemment, il y a beaucoup de gens qui essaient de travailler à la frontière, dans les interstices entre art et science, et c'est quelque chose qui reste un petit peu à la marge de Supersonic, parce que Supersonic, à nouveau, la chaire Supersonic, donc la chaire son créée l'an dernier, c'est plutôt quand même d'essayer de se faire se rencontrer des artistes, mais qui ont, disons, un domaine d'expertise, un domaine de prédilection différent. Donc, c'est pas exactement un programme art-science au sens où on peut l'entendre. Je sais pas si je suis clair. Donc ce programme, il a été permis par les deux directeurs de ces deux institutions, donc Franck Madlener, directeur de l'IRCAM à ma gauche, et puis Jean Deloisy à droite. Voilà. Donc je fais un petit point sur les personnes, en fait, parce que cette chaire, donc, on l'a initiée l'an dernier, c'était donc j'allais dire en pleine pandémie, pas exactement, parce que c'était après le premier confinement, mais c'est vrai que l'avenir était déjà un peu compromis, mais on a quand même considéré que c'était OK, qu'on allait le faire. Donc on s'est lancé avec un certain nombre de personnes encadrantes. Donc vous voyez la liste, en gros on est 4 plus une commissaire, jeune commissaire, puisque peut-être que j'aurai l'occasion d'en reparler, mais en parallèle de la création d'un certain nombre de chaires au sein des Beaux-Arts de Paris ces 2 dernières années, il y a aussi la création de ce qu'on appelle une filière des métiers de l'exposition. Dans le cadre de cette filière des métiers de l'exposition, il y a des étudiants encore dans le cursus qui apprennent en fait les métiers de curation, de commissariat, de montage d'expos, etc. Et puis, en l'occurrence, qui viennent parfois aider en fait, à la constitution, à la création d'une chaire, surtout comme celle qui nous concerne aujourd'hui, c'est la chaire supersonique, où l'ambition, c'est de créer une exposition à la fin, au terme de l'année écoulée. Donc, en l'occurrence, la promotion supersonique qui est composée, attention, environ une dizaine d'étudiants, je vais vous
voulais montrer. Enfin non, je vais y venir plus tard. Mais disons qu'en gros, l'idée c'est qu'effectivement, avec la promotion des étudiants, au terme de l'année, donc en juin-juillet, on ait pu faire cette expo. Donc on l'a fait en juin-juillet 2021. Voilà. Donc en l'occurrence, je voulais juste vous montrer donc, ces personnes-là. Toc, toc, toc. On les reverra un peu plus tard, mais Julien Sirjac et Julien Prévieux, donc ils sont des chefs d'atelier, et Angélica et City. L'enjeu étant également effectivement d'essayer de trouver un terrain commun à tout le monde dans ce programme, enfin ce projet qui reste, disons, assez expérimental. Côté IRCAM, on a également 4 personnes ici citées. Donc Muriel qui fait de la coordination, Philippe Langlois qui est responsable de la pédagogie, Grégoire Lorieux et Sébastien Nave qui sont à la fois des compositeurs, ce qu'on appelle à l'IRCAM des réalisateurs en informatique musicale. Alors ça peut vous paraître un petit peu obscur, mais c'est des gens qui sont très importants en fait au sein de l'IRCAM, puisqu'ils incarnent et ils agissent en fait, ils font réellement l'articulation entre les départements de recherche scientifique et les souhaits, désirs des compositeurs, qui parfois sont très aguerris en composition, mais qui ne connaissent pas en détail finement les derniers outils développés par les équipes de recherche. Je ne vais pas passer en détail en fait l'IRCAM, si vous avez des questions pour en reparler pendant la table ronde après. Mais effectivement, il y a plusieurs équipes qui abordent différents sujets, donc c'est toujours un peu compliqué, et ces gens-là sont extrêmement importants en fait, dans la réalisation des projets. Ils nous ont filé un très bon coup de main. Côté étudiants, donc on en a sélectionné, donc pour cette première promotion, on a sélectionné 9 étudiants en Beaux-Arts. Bon, leurs noms vous disent probablement rien, mais je vais les afficher, on y reviendra après, j'essaierai de vous présenter 3-4 projets, parce que c'est comme ça qui est intéressant aussi. Mais c'était juste voilà, pour donner une petite idée du nombre de gens qu'on doit faire se rencontrer. Et côté, donc c'est des étudiants qui peuvent être en 2e, 3e, 4e année. On évite de prendre des étudiants qui sont en première année, évidemment. On a envie quand même d'avoir des gens qui sont un petit peu déjà habitués à la vie de l'école des Beaux-Arts, qui n'est pas tout à fait évidente, enfin des Beaux-Arts de Paris, qui n'est pas tout à fait évidente au début à appréhender. Et on les met. L'objectif à nouveau de ce projet, c'est de les mettre en relation, de provoquer les rencontres et de créer des groupes qui vont finalement donner place, donner vie à des œuvres qui seront collectives. Donc on peut imaginer par exemple 2 étudiants des Beaux-Arts avec un compositeur, une compositrice, etc. En fait, là-dessus, on n'avait pas vraiment de protocole ou de règles, on était assez libre. Donc il se trouve que par exemple, chaque compositeur ou compositrice n'a pas travaillé sur toutes les œuvres qui ont été montrées. Au final, il y avait 7 œuvres qui ont été montrées et il y a eu des solos. Alors, ce que ça veut dire, c'est que, en quelque sorte, les rencontres, le travail collectif entre compositeurs et artistes plasticiens n'a pas toujours eu lieu, mais à minima, il y a eu une rencontre avec les équipes de recherche de l'IRCAM, les réalisateurs d'informatique musicale, et puis évidemment des dialogues, puisque malgré les conditions de restriction liées à la crise sanitaire, on a fait en sorte quand même que ces jeunes gens-là puissent se parler, puissent échanger, se faire écouter des trucs, se montrer en fait des travaux, etc. Donc il s'est passé quelque chose d'assez informel, qui à mon avis est essentiel, c'est là que ça se passe, c'est dans ces moments-là. Je ne sais pas si je vais réussir à vous expliquer comment ça s'est passé, parce que moi-même je ne sais pas exactement comment ça s'est passé. C'est quelque chose qui est un petit peu intangible, assez magique, mais bon, voilà, ça fait partie du jeu. Enfin bon, tout ça pour dire que, en gros, on coordonnait tout ça. J'ai plus ou moins réalisé que si on ajoute en fait le cadre du théâtre des expositions de l'école, ça impliquait quasiment une quarantaine de personnes.
Donc c'était quand même assez, je ne vais pas dire risqué, mais c'était un peu acrobatique ce projet à monter en pleine pandémie, sachant qu'à partir du mois de novembre 2020, on n'avait que la visio en fait, à notre disposition. Donc bon, les questions sont réellement posées, savoir comment on allait pouvoir faire ça. Alors, évidemment, on a utilisé tous les ressorts possibles. Donc d'une part, on a fait des rencontres, je vais vous expliquer un petit peu comment tout ça s'est déroulé, mais si vous voulez bien, je voulais juste faire un petit point sur aussi, tu as rappelé mon parcours, mais j'ai montré, je vous demandais peut-être d'où je parle, en fait, qui je suis. Donc tu en as parlé un petit peu, donc effectivement, moi j'ai fait un peu d'acoustique musicale, j'ai travaillé à IRCAM, donc je connais un petit peu l'endroit, ça aide beaucoup, en fait, pour faire des liens. Et puis après, donc j'ai pris ce poste de responsable de ce qu'on appelle le pôle numérique au Beaux-Arts. Voilà. Par ailleurs, un des trucs qui m'intéresse, c'est ce qu'on appelle le live coding, où je tenterai le néologisme d'eval coding, déjà que le live coding c'est une niche, hein, l'eval coding c'est encore plus niche, enfin, bon, peu importe, on y reviendra si ça vous intéresse. Et ça m'intéresse de créer ce genre de choses, donc d'utiliser le code, c'est ce que je fais d'ailleurs en présentant, c'est le code informatique pour improviser, créer du son à partir de code, c'est rien de nouveau en fait, hein, ça existe depuis longtemps. Mais le faire en temps réel, etc., c'est vrai que maintenant on a des ordinateurs qui nous permettent de le faire. Donc, je me permets de faire cette petite parenthèse, parce que c'est vrai que à l'IRCAM, en fait, l'ordinateur est un peu roi. Donc, vous avez entendu parler certainement de logiciels comme MaxMSP, mais bon, en gros, on utilise des ordinateurs à l'IRCAM depuis très longtemps. Donc, ça reste quand même, en général, la plateforme, je dirais, de base par laquelle tout passe. Et ça n'a pas loupé, c'est ce qu'on a fait aussi pendant ce que je vous montrerai après. Exactement comme ça. Donc, moi, je m'intéresse à différentes choses. Attendez, j'ai loupé un caractère. Par exemple, là, je fais un petit truc sur la blockchain. Je trouve que c'est intéressant d'aborder la question, d'expliquer ce que c'est que la blockchain. Il y a quelques articles intéressants là-dessus. Voilà, mais tout en développant une forme de conférence musicale. Mais ça n'empêche pas aussi de travailler et de considérer que l'ordinateur, ça peut être une espèce de piano un peu du XXIe siècle, en quelque sorte. Donc, je peux faire des duos, en l'occurrence un percussionniste qui s'appelle... Enfin, ça m'arrive de jouer avec d'autres personnes, mais je ne m'interdis pas, enfin, j'essaie de proposer aussi le live coding comme un instrument, entre guillemets. Bon. Également, juste rappeler, ça peut intéresser un certain nombre d'entre vous, si vous ne connaissez pas ce collectif qui s'appelle 1000 sons, donc ça intéresse à l'anthropologie des milieux sonores. On a fait des conférences à l'IRCAM, au Beaux-Arts en 2011 et puis en 2012. Et vous pouvez soit consulter cet ouvrage, et puis je crois, c'est ça, ça marche, ou aller sur le site web milson.fr. Voilà. Donc, revenons-en à Supersonic. Les premières rencontres. Alors ça s'est fait comme ça, on avait de la chance, il faisait beau, on était dans le jardin Chimay, donc c'est un hôtel particulier magnifique aux Beaux-Arts, et on a un jardin magnifique. Donc ça c'était assez facile de dire après la présentation des compositeurs du cursus qui nous ont fait écouter leur œuvre, enfin c'était super, mais on était dans une petite pièce un peu dans le noir, et puis je crois que après le premier confinement, c'était juste après le premier confinement, donc on avait vraiment envie de sortir, donc on est sorti, on a commencé un peu à se parler sur la pelouse, et à s'écouter, en l'occurrence. Donc ça, c'était quand même super important. Et puis après, comme tout s'est refermé, donc on a dû utiliser la visio, donc ça, c'est une forme de rendez-vous informel qu'on tentait tous les mercredis après-midi. On a essayé aussi d'utiliser une web radio qu'on a montée à l'école. Est-ce que ça marche ? Qui s'appelle Radio BAL pour Beaux-Arts Live. Donc c'est une web radio vraiment orientée live où depuis 2014 on expérimente, si vous voulez, c'est pas un clash, mais en tout cas des zones un peu étranges, un peu vagues entre musique et voix parlée. Donc, par exemple, c'était un petit peu la naissance de cette radio, c'est de concevoir une table où
on met les micros, on laisse les gens parler, et à côté il y a des musiciens avec des instruments qui en quelque sorte prennent la parole aussi, qui coupent. Voilà. Ça c'est des choses qui nous ont beaucoup amusés à l'époque. C'est une radio qui continue plus ou moins régulièrement en fait, à émettre sur le web. Donc on a essayé d'utiliser en fait, tout ce qu'on pouvait, donc, et forcément en fait, comme tout le monde, d'utiliser Internet pour se rencontrer. Cependant, on avait imaginé aussi une série d'événements, de rendez-vous tout au long de l'année. Donc tout d'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, évidemment, des présentations des pièces des étudiants du cursus de composition. Et puis, inversement, ou j'allais dire de façon complémentaire, la présentation d'œuvres des étudiants des Beaux-Arts. Donc en l'occurrence, là, on voit au fond, dans l'escalier, une espèce de grande cloche en terre cuite. Donc ça, c'est un travail de Thomas Lefebvre qu'on verra un peu plus tard, qui a donné lieu d'ailleurs avec un duo qui s'est constitué à une pièce assez intéressante sur laquelle peut-être, si j'ai le temps, je m'attarderai un petit peu. On voit en fait, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en dessous de la cloche, il y a un énorme haut-parleur. Donc l'idée, c'est de coupler en fait, de l'électroacoustique avec quelque chose qui c'est de l'ordre de la sculpture, disons, relativement classique. Donc, évidemment, on a sélectionné des étudiants, mais pas uniquement. Ces étudiants ont en général un intérêt pour le son, voire développent déjà un travail clairement, je dirais, identifiable comme étant de l'harcèlement. Mais ce n'était pas une priorité absolue. On se permettait aussi de choisir des étudiants qui font par exemple de la vidéo ou de la performance, mais qui ne développent pas réellement en fait, du son. L'idée, à nouveau, hein, je me répète, mais c'est quand même de travailler en fait, la complémentarité. Et du coup, le dialogue. Okay. Alors, voilà, y compris, enfin bon, dans ce petit lieu d'accrochage qu'on avait pu, on porte les masques encore et tout, mais aussi les petites performances, en l'occurrence la Pierre-Louis. Alors, on avait également prévu des rendez-vous avec des conférenciers. Alors, il s'est avéré que l'an dernier, on a principalement invité des compositeurs, mais qui ont un lien avec les arts plastiques en général. Donc, en l'occurrence, il s'agissait de quelqu'un que vous connaissez peut-être, quelqu'un qui s'appelle Sébastien Roux, voilà, qu'on voit en bas. La photo n'est pas très bonne, on voit. Voilà. Et puis, quelqu'un d'un peu plus connu, donc Monsieur Ablis, accompagné d'un musicologue qui s'appelle Nicolas Donin. Il m'a paru très intéressant en fait, de les inviter, parce que bon, Péris, bon, okay. Donin, c'est quelqu'un avec qui il entretient en fait, un dialogue depuis un certain temps, et ils sont en train de sortir une série de livres, précisément sur la façon dont un compositeur comme Apergis, qui a déjà en fait, marqué en fait, l'histoire de la musique et du théâtre et de l'opéra, a travaillé en fait, déjà à l'interface de pas mal j'allais dire, discipline artistique, donc qui a déjà développé une musique très, très large, très élargie. Mais là, il s'agissait en fait de travailler sur des images. Je n'ai pas lu ce livre, mais ils en ont parlé. C'était très intéressant, je pense aussi pour les étudiants, notamment des Beaux-Arts, qui se rendent compte qu'évidemment, cette histoire de collaboration entre les arts existe depuis longtemps, déjà très aboutie. Ok. Comme ça, on en avait une petite partition. Évidemment, on a fait des réunions dans différents cadres. Là, je montre l'amphi d'honneur aux Beaux-Arts, encore un endroit assez incroyable. Et puis est arrivé le moment des esquisses. Donc là, il s'agissait en fait pour les étudiants de commencer à montrer en fait les travaux auxquels qu'ils avaient imaginé. Donc ça a été l'occasion très importante en fait de mettre en avant les idées et d'évaluer en fait leur faisabilité. C'était quand même un des grands sujets. Alors on voit ici déjà, je me permets de vous montrer cette photo aussi, parce qu'on voit déjà, vous voyez,
6 haut-parleurs, ça c'est typique IRCAM, installation multicanal, qu'on a un petit peu de mal à mettre en œuvre en général au Beaux-Arts parce qu'on n'est quand même pas orienté son à 100%, c'est pas central dans l'ADN des Beaux-Arts. Et c'est le genre de système qu'on va continuer à utiliser. D'ailleurs, ce qui s'est passé, c'est que de tous ces projets est sorti ce qu'on pourrait appeler une partition programmée, une partition circulaire. Je vais laisser parler Julien Prévieux, je crois, je vais prévenir. La particularité aussi du projet, c'est qu'à la fois ils vont collaborer ensemble, mais on va réaliser une exposition tous ensemble avec l'idée d'un programme. L'exposition va évoluer avec le temps, donc chaque œuvre va être déclenchée, vont être déclenchées les unes après les autres. Et aujourd'hui, tout notre travail, c'est aussi d'écrire cette partition, puisque c'est une exposition programmée, donc il faut qu'on écrive ce programme avec des déclenchements les uns après les autres, peut-être des tuilages. Il a bien parlé, hein. Ça m'évitera, c'est bien. Voilà. Ça, c'est la version minimale. Je ne devrais pas vous montrer ça. Mais bon, en gros, c'est à la fois, en fait, espèce d'esquisse très rapide du lieu où a eu lieu l'expo, et puis la façon dont on imagine enfin, ce que je veux dire, c'est faire apparaître la forme ronde. On voit bien le cercle, les haut-parleurs, etc. Donc là, en l'occurrence, dans cette salle, on occupait le fond à gauche, situé à gauche, hein, complètement. Donc ça, c'est la vue du bas vers le haut. C'est très grand, plafond. Très impressionnant. En bas, on commence à voir un peu la complexité du dispositif type IRCAM. Ils aiment bien mettre plein de haut-parleurs partout. Voilà. Faire de la multidiff. Et puis là, commence à voir l'implantation en fait, de chacun des projets. Donc il y en a 7. À nouveau, je n'ai pas le temps de rentrer vraiment dans les détails, mais ça vous donne une idée un petit peu de l'ambition du projet, c'est pas rien. Donc effectivement, globalement, en fait, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a 2 anneaux. Il y a un anneau au centre composé de 4 haut-parleurs qui diffusent vers l'extérieur, et puis un anneau périphérique composé de 8 haut-parleurs qui diffusent vers l'intérieur. D'accord ? Donc on peut faire à peu près tout ce qu'on veut. On peut évidemment faire bouger le son. Et utiliser ce dispositif pour activer l'une après l'autre chacune des œuvres, d'accord, qui sont disposées dans des endroits particuliers. Donc a priori, effectivement, comme on le voyait, cette partition circulaire, elle n'activait qu'une œuvre l'une après l'autre. C'est ce que disait Julien Prévieux tout à l'heure. C'est comme ça qu'on a imaginé au départ. Donc sur je dirais l'essence des œuvres, pareil, je vais vous en montrer 3-4, mais étrangement d'ailleurs on a eu 3 œuvres vidéo avec 3 triptyques à chaque fois. Je ne sais pas pourquoi, mais il y avait le chiffre 3 qui est monté comme ça, arrivé. C'était assez étonnant. Donc pas mal de vidéos, et puis également évidemment de la sculpture. Donc voilà, ça, on avait mis au point une espèce de petit cartel dynamique qui permet en fait de se retrouver, parce que quand vous arrivez dans une expo comme ça, et puis que vous entendez du son et que vous voyez de la vidéo, vous ne savez pas trop de quoi il s'agit, qui, quoi, quand, enfin bon. Voilà, donc cette histoire de partition automatique était séquencée et amenée avec un espèce de petit cartel. Donc on voit effectivement, vous pouvez voir aussi les groupes qui se sont formés. Donc en l'occurrence, le premier, par exemple, Inès, Didem et Meret, donc 2 étudiantes des Beaux-Arts, une compositrice. Meret, Maxime Mantovani, donc une étudiante des Beaux-Arts, un compositeur. Pierre-Louis Clavel, lui, en solo. Étudiant des Beaux-Arts en solo, il fait des sculptures, je pense que je vous en montrerai tout à l'heure. Alia, Sarah, Sophia, Oren, donc 2 compositeurs, 2 étudiantes des Beaux-Arts. Marc Loner, Thomas Lefebvre, donc là 2 étudiants des Beaux-Arts qui n'ont pas constitué à nouveau en fait un trio avec un compositeur. Enfin, ils ont essayé avec Maxime, ça a marché, mais au final, je crois qu'ils sont restés 2. Anaïs, Oren, Maxime Mantovani, Chucky Schuster. Alors, Anaïs, elle a fait une performance. Oren et Maxime sont des compositeurs. Héloïse, là, c'était un solo aussi. C'était une pièce intéressante par ailleurs, comme c'est complètement invisible. J'en reviendrai peut-être si je trouve 5 minutes. Alors Pierre-Louis, j'en parlais. Voilà, Pierre-Louis, ça ressemble à ça, c'est des sculptures comme ça.
C'est une sculpture qui reprend d'ailleurs, par exemple, avec l'antenne, l'idée du thérémine, c'est-à-dire qu'on a envie de toucher, mais en fait, on ne touche pas vraiment, ça fait du son quand même, ça fait des sons qu'on entendra tout à l'heure, je vais vous faire écouter. Rapidos. Thomas. Du coup, ça, c'est une maquette de l'objet qu'on aimerait réaliser pour... Ça, c'est Marc. Thomas, il est à gauche. Et c'est un instrument de musique électroacoustique, en fait, qui est une caisse de résonance et une membrane en terre qui est active, enfin, qui est mise en vibration par un vibreur. Donc là, c'est un petit vibreur de 30 watts. Et donc, dans l'œuvre finale, il y aura 5 vibreurs de 100 watts. Donc ça... En gros, ça ressemblera à ça à la fin. Voilà. Donc le petit truc que vous avez vu là, ce petit champignon, il a bien grossi. Et à la fin, effectivement, ce ne sont pas des haut-parleurs qui sont situés à l'intérieur, c'est des vibreurs qui vont vraiment en fait, faire vibrer la structure. Ok. Il y en a 4. Ouais. Bah, je pense qu'on peut entendre beaucoup mieux en touchant l'objet que juste en étant à côté, en écoutant. Tu vas l'entendre. Signe face au public et comment ça apparaît. Ouais, ça c'est un truc qu'il faut comprendre. Voilà, je voulais en parler quand même, parce que c'est vrai que cette histoire de résonance, où ils ont beaucoup travaillé sur la résonance, c'est quelque chose qui revient régulièrement quand on fait du son. Résonance, c'est un mot qui est hyper important, mais je crois aussi que le rapport au toucher, et d'autant plus au tactile, en fait, hein, dans une école comme celle des Beaux-Arts, on construit, là, c'est vraiment un travail hyper tactile sur c'est de la terre, même pas cuite, en fait, hein, c'est de la terre qu'ils ont ramenée de l'île de Noirmoutier, 500 kilos de glaise, quoi, qu'ils ont travaillé dans l'école et qu'ils n'ont même pas fait, enfin qu'ils ont juste fait sécher. Et je voulais juste rappeler, je me permets de rappeler quand même, je ne veux juste pas faire un point là-dessus, mais je me permets de rappeler quand même que l'oreille externe, bon évidemment le pavillon c'est de la peau, et puis le tympan c'est de la peau aussi. Donc, enfin, voilà. Le son c'est quand même la vibration de la matière, et c'est une matière qu'on perçoit d'abord en fait par une membrane constituée de peau. C'est le tympan. Après, bon, c'est plus compliqué, hein, je suis d'accord. L'oreille interne, c'est plus grand chose à voir avec la peau. Mais bon, à la base, c'est quand même une membrane. D'accord. Ok. L'idée noyau qu'on cherchait, c'est de faire résonner l'objet et d'arriver à sortir des sons à travers l'objet. Je voulais vous parler un tout petit peu aussi du travail d'Inès et de Didem qui a été particulièrement réussi. Là, c'était vraiment un duo. Inès Cherifi, une vidéaste de l'école, et Didem Koskun-Seven, qui est une compositrice, qu'en l'occurrence je montre juste. Des vidéos, là c'est pareil, c'est un triptyque. Donc le son, je pense que vous l'entendrez un petit peu tout à l'heure. 5 minutes. Voilà, ça c'est... Voilà. En ce qui concerne Héloïse, je voulais vous en parler un tout petit peu quand même, parce que je trouvais ça intéressant. Donc vous voyez les tracks là, ça vous donne une idée un petit peu aussi de l'expo. Après la performance, donc il y a des traces de la perf, qui étaient un petit peu particulières. Mais elle a choisi en fait, au final, de faire quelque chose qu'on ne voit pas. Là, la photo est un petit peu floue, mais c'est pas complètement inintéressant. On voit un espèce de routeur Wi-Fi, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais puis avec un petit carton marqué Manifesta. Donc ça, c'est un truc qui construit un réseau local Wi-Fi, c'est tout ce que c'est que le Wi-Fi, qui reprend en fait toute la technologie d'Internet, mais qui se contente d'en faire un réseau local. Donc quand avec son smartphone, on se connecte au Wi-Fi automatiquement, on est renvoyé sur une petite page web qui va distribuer en fait des sons de manifestations de par le monde qu'elle a collectés en allant sur les réseaux sociaux et réinjecter ça dans un réseau local. C'était pas complètement inintéressant dans ce cadre de faire ça. Donc là, ça échappe un petit peu à la, je dirais, façon classique de représenter une œuvre visuelle. De ce processus, de cette collaboration, moi, les compositeurs ont présenté notre travail. Et j'ai présenté mes envies et aussi les Beaux-Arts ont fait ça aussi. Et tout de suite, je pense qu'il y avait un lien entre moi et Anaïs. Elle m'a dit, ouais, l'absurdité, l'ironie et tout ça, ça la parle dans peut-être une façon un peu différente de la mienne, mais il y avait des rapports. Et donc, elle m'a approché et nous, on a parlé.
Et voilà, on a discuté, il faut faire quelque chose ensemble. Et elle m'a décrit son rêve, son idée de cette performance. Moi, j'ai dit, je suis partant, et voilà. C'est vraiment quelque... It's exciting to see everything to come together after On voit la perf un peu derrière. months of work. So yeah, it's an exciting moment. It's also great that other students from the Beaux-Arts can be here and experience what the program is. This being the first year, the first exhibition. So I'm feeling very happy tonight. Ça, c'était les performeurs. Voilà. J'ai envie de jouer encore. Il y a quand même la possibilité d'expérimenter plein de choses. Il y a des belles idées, il y a des belles conversations. Donc c'est un espace d'échange avant tout, je dirais. Ok. Puis je vais terminer là-dessus. Évidemment, ce qu'on entend là, c'est un enregistrement de un certain nombre de pièces qui sont après mixées. Par exemple, là, le prochain petit track qu'on voit, ça a été enregistré dans le champignon, ça arrive. Là, les sinus, si vous mettiez la tête dans le champignon, c'est ce que vous entendez. Vous entendez des fréquences qui changent un petit peu parce qu'évidemment, bon là, en quelque sorte, c'est accéléré, mais la Terre, ses champs, la fréquence de résonance va changer. Donc, en fait, pour choper les résonances en fait, de cette structure, il faut modifier les fréquences avec lesquelles on va faire vibrer les vibreurs qui sont situés à l'intérieur, les quatre qui sont évidemment. Vous avez vu, c'était la sculpture de Pierre-Louis avec cette espèce de Spoutnik blanc là, en plastique avec la petite antenne. Je suis désolé, j'ai un peu dépassé, donc on aurait pu écouter jusqu'au bout. Merci en tout cas pour votre attention.